Bonjour à tous, bienvenue à la Maison des Métallos pour cette journée du management culturel dédiée à l'art et la culture à l'heure des droits culturels, et avec vraiment cette idée à la fois de bien appréhender la notion de droit culturel, mais surtout de réfléchir à comment rendre effectifs ces droits culturels. Je vais vous donner, juste donner la parole une petite minute à Laurie, qui représente la Maison des Métallos et qui va nous souhaiter la bienvenue. Bonjour à tous, bienvenue à la Maison des Métallos. Je m'appelle Laurie Charlier, je suis chargée des publics ici à la maison. Je suis ravie de vous accueillir aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui. Merci également à Dauphine Culture et au JMC avec qui on a le plaisir de travailler depuis nombreuses années, parce que ça résonne souvent très fort avec nos réflexions ici qu'on mène et le projet qu'on mène à la Maison des Métallos, et encore plus aujourd'hui, quand on parle de droit culturel, on parle de société inclusive, durable, et on s'inscrit, nous, dans un projet aussi de rendre cette maison et son projet encore plus inclusif, et vous aurez d'ailleurs, je pense, l'occasion de découvrir pas mal des partenaires avec qui on travaille cet après-midi lors des focus. Donc ça faisait encore plus sens aussi avec ce qu'on partage ce mois-ci artistiquement, avec la présence de Johan Ibert dans nos murs, qui est un artiste que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas et que vous ne connaissez pas encore son travail, qui s'attache justement à donner une visibilité aussi dans son travail à des identités multiples et des personnalités et des représentativités différentes. Voilà, c'est tout le mois de décembre si vous avez envie de partager ce moment avec nous, et je vous souhaite une belle journée. Merci Laurie. Juste pour vous dire aussi, vous trouverez dans la salle, quand vous voyez un badge comme ça, Dauphine Culture, c'est que ce sont des membres de l'équipe. Et donc si vous êtes perdu, si vous avez besoin de questions, et ben là vous pouvez, on est là pour être embêté par vous. Avant de commencer complètement, j'ai quand même donné la parole à la fois à Céline Michalesco et à Stéphane De Benedetti, donc qui sont les co-directeurs du master management des organisations culturelles en formation initiale et en formation continue. Juste pour vous rappeler, donc Dauphine Culture, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'association des anciens élèves de ce master, donc management des organisations culturelles à Dauphine. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Céline Michalesco, donc je m'occupe de la formation continue, Stéphane s'occupe de la formation initiale, et moi je suis très heureuse de voir le dynamisme de l'association et la richesse de toutes les journées du management culturel qu'ils organisent chaque année. C'est un vrai plaisir, et j'espère que les prochaines promotions poursuivront cette dynamique. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Stéphane De Benedetti, je représente le master formation initiale. Donc, un mot sur ce master. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je sais qu'il y a beaucoup d'anciens ici, mais donc c'est un master qui a bientôt 40 ans, qui était un peu le pionnier sur ce domaine-là en France. Sa spécificité, c'est d'être un master de management, mais qui parle de management en intégrant évidemment les problématiques politiques, juridiques, économique, donc management au sens large des organisations culturelles, publiques et privées. Les journées du management culturel, c'est un moment important dans l'année pour nous. On a banalisé la journée pour que les étudiants puissent venir, participer. C'est un complément essentiel aux cours que l'on donne à Dauphine sur le management des organisations culturelles. Par exemple, ici, on est aujourd'hui en parfaite cohérence avec le cours de management durable. Et donc, cette journée sur les droits culturels viendra la compléter à merveille. Donc, bonne journée à tous. Et puis, je repasse la parole à Dauphine Culture, que je remercie pour cette organisation. Merci beaucoup. Alors évidemment, il y a plein de remerciements à faire. Bon, on le fera peut-être plutôt enfin. Je donnerai la parole à Jean-Luc, qui est peut-être pour ça à la fin de la matinée. Donc juste pour vous raconter en deux mots, mais pour aller très très vite, parce que le but c'est de vite rentrer dans le travail. Donc la journée se compose en deux parties. Ce matin, on a vraiment voulu être tous ensemble pour penser la notion de droit culturel, à la fois se redonner quelques bases, mais assez brièvement sur
un peu des bases théoriques, c'est quoi les droits culturels, et je vous présenterai très vite les intervenants sur ce sujet. Ensuite, vous voyez, vous êtes par table et vous avez des petits jeux sur la table, et en fait, on va jouer à un jeu qui a été pensé par le réseau Culture 21 et notamment par Christelle Blouet qui est ici présente pour aborder les différentes notions qu'il y a dans les droits culturels, mais les aborder vraiment en travail, en mouvement, en marche. Et donc, ensuite, une fois qu'on aura fini cette session de jeu qui va durer environ 1 heure, on fera une petite pause, et derrière, on va avoir un temps qui sera à la fois un temps de restitution autour de tout de restitution collective sur ce jeu et ce qui est ressorti à l'intérieur de chacun des groupes sur ce jeu. Et puis nous aurons aussi parmi nous des témoignages de différentes structures, enfin une structure et une collectivité qui travaillent activement sur cette notion de droit culturel. Voilà. Cet après-midi, ensuite, vous repartirez en petits groupes. Il y aura 3 groupes, donc dans différentes salles, et pour travailler différents sujets. Où là, vraiment, sur chaque sujet, on va travailler à comment rendre effectifs les droits culturels selon différents axes qui vous sont proposés, que vous avez dans le programme. Alors, pour tout de suite, je vais donner à la fois, je vais vous présenter les intervenants de ce matin. Donc, il y a à la fois Christelle Blouet, donc du réseau Culture 21, qui a conçu le jeu des dalles et qui va nous présenter, qui travaille depuis de très nombreuses années, qui est militant depuis une dizaine d'années sur cette notion de droit culturel, qui depuis avant l'introduction dans la loi NOTRe, puis la loi LCAP, etc. Enfin voilà, c'est une bonne référence pour nous parler de droit culturel. Avant ça, je vais donner la parole à donc nos 3 témoins qui sont ici présents, qui vont jouer aussi avec nous et qui vont nous donner un peu quelques témoignages. À la fois Stéphane, enfin je vais les laisser se présenter, mais juste je donne leur nom et d'où ils viennent. À la fois Stéphane Pinard de la Friche Belle de Mai, et puis Christine Gaillard et Laurent Patol de la métropole de Rouen. Et ben peut-être, moi j'ai arrêté de parler et donner à la fois la parole à nos 3 témoins pour que vous compreniez un petit peu d'où ils vont parler, et de quel endroit ils vont intervenir. Et puis après, je laisserai Christelle vous parler de manière beaucoup plus riche de la notion de droit culturel. Alors, Stéphane. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis effectivement Stéphane Pinard et je travaille au sein de la SIC de la Friche de la Belle de Mai, en qualité de responsable du développement territorial. Et en fait, cette mission aujourd'hui, installée depuis 3 ans au sein de notre organisation, et je trouve, peut-être, alors là je vais me jeter un peu des fleurs, mais est un peu l'endroit, l'espace finalement où cette question des droits culturels et de ces enjeux sont mis au travail de manière partagée avec les collègues qui sont concernés par ces enjeux-là, mais aussi de manière beaucoup plus un peu plus profonde aussi avec les acteurs du territoire. Donc j'aurai le plaisir de vous raconter tout ça, mais voilà, aujourd'hui c'est vraiment un enjeu très fort pour la Friche de la Belle de Mai. Merci. Bonjour à tous. Merci déjà à l'équipe de nous avoir conviés et je suis ravie qu'on soit là devant vous. Donc je suis Christine Gaillard et je suis très modestement la directrice des affaires culturelles de la métropole Rouen-Normandie. Je dis modestement parce que quand on parle des droits culturels, j'ai envie de dire on va parler tout de suite d'horizontalité et moi je me mets pas du tout en tant que directrice et je suis d'ailleurs accompagnée de Laurent Patol qui est le responsable des manifestations culturelles au sein de ma direction. Et on vous expliquera, en tout cas, on vous essaiera de vous démontrer comment on peut faire des droits culturels dans une grosse structure qui est une métropole. Donc comment on essaye chacun à nos endroits de modifier et les organisations et les pratiques et la sémantique et les postures. C'est un petit peu ça qu'on va essayer de vous présenter. Et oui, c'est possible de les mettre en action très concrètement dans vos projets, avec le terme projet qui forcément revêt des choses très différentes selon où vous vous positionnez. Voilà. 1, 2. Et donc moi je suis Laurent Patol, donc responsable du service manifestation culturelle de la métropole de Rouen. Plus précisément de tout ce qui est action avec les habitants à l'endroit de la métropole, en tout cas de l'institution.
Nous, c'est l'idée, moi, à l'endroit où je suis, c'est l'idée de partager un peu comment on a changé nos postures, changé les pratiques professionnelles. Enfin, quand je dis changer, dire adapter, le lien avec les collègues, les réflexions qu'on a pu partager, qu'on peut partager encore, parce que de toute façon, c'est un cheminement qui est jamais arrêté. Voilà, dans le concret des choses. Bonjour, donc moi je suis Christelle Blouet, je coordonne cette association qui s'appelle Réseau Culture 21 que j'ai créée en 2009. Et effectivement, depuis toutes ces années, on travaille sur la formation, l'accompagnement au droit culturel dans une logique un peu d'animation de réseau d'une communauté professionnelle au travail dont font partie Stéphane, Laurent et Christine, et je les remercie de venir témoigner de tout ce travail aujourd'hui. Voilà, moi ce matin, je vais vous raconter un petit peu quelques principes fondamentaux des droits culturels pour se remettre ça en tête, et puis vous inviter à jouer assez vite avant d'en échanger dans une deuxième partie de matinée autour des témoignages de Stéphane, Laurent et Christine. On peut rouler comme ça ? On va t'écouter un petit peu, et puis après on va arrêter d'être dans un... Voilà, on essaye de vous inviter à en parler plutôt qu'à écouter aujourd'hui. Non. Donc, comment je commence ? Ces droits culturels, vous devez en entendre parler depuis un moment, plus ou moins d'ailleurs, parce que bizarrement, ce sont des notions qui restent assez floues, vagues, bien qu'ils soient présents dans notre corpus politique, philosophique et législatif depuis très longtemps, pas seulement depuis 2015. Les droits culturels sont des droits humains, donc aux côtés des autres, aux côtés des droits politiques et civils, aux côtés des droits économiques et sociaux. Il y a les droits culturels depuis toujours, mais ils sont restés sous le tapis, méconnus, mal connus, mal compris. Donc depuis, ces 20 dernières années, ils remontent comme ça, par couches successives, et notamment, depuis ces 10 dernières années, dans les textes de loi français et dans la prise de conscience des acteurs professionnels, pas seulement du milieu culturel. Les droits culturels en tant que droits fondamentaux concernent absolument tous les domaines et tous les domaines de l'action publique. C'est à cet endroit-là qu'on travaille avec Réseau Culture 21 à faire prendre conscience que la question culturelle, ce n'est pas qu'une question sectorielle, c'est vraiment quelque chose qui traverse tous les domaines de la vie, du quotidien. Et nous, on a centré notre travail plus particulièrement sur la formation des acteurs qui investissent l'action publique, qu'ils soient dans les collectivités ou dans les structures associatives ou institutionnelles de nos territoires. Donc des droits humains. C'est quoi les droits humains ? On pense être... on disait avant, on ne le dit plus beaucoup, on disait être le pays des droits de l'homme. C'est des droits qui, comme vous le savez, sont extrêmement attaqués aujourd'hui, pas suffisamment reconnus comme absolument incontournables et fondamentaux. Pour autant, ils le sont. En tout cas, c'est ce à quoi on croit, nous. Ils sont les ferments d'une démocratie. On ne peut pas imaginer développer ce projet politique sans respecter ces droits fondamentaux. Et ces droits ont quelques caractéristiques qu'il est intéressant de rappeler, qui nous permettent de comprendre en quoi c'est une boussole, et une boussole indispensable. Ils sont individuels et universels, ça on le sait, universels, on se les reconnaît à tous en tant qu'être humain. On ne peut pas se dire qu'ils sont valables pour certains et pas pour d'autres, c'est pour chacun d'entre nous. Ils sont individuels parce que même si on peut se mettre en commun pour défendre des causes, ils sont d'abord reconnus à chaque personne humaine, de manière inaliénable. On entend parfois dire les droits, oui, mais les devoirs aussi. En fait, les droits, ils sont inaliénables. Les devoirs, c'est un autre sujet. Enfin, on parle de liberté et de responsabilité. Quand on parle de droits fondamentaux, on ne parle pas tellement de devoirs. Mais en tout cas, l'inaliénabilité, non, je vais pas y arriver. Bref, on ne peut pas les remettre en cause. Ils sont reconnus à chaque personne. Donc, universel, individuel
et interdépendants et indivisibles. Alors ça, c'est vraiment ce qui nous permet de comprendre comment les droits culturels sont vraiment une boussole qui nous permet de naviguer aussi en eau trouble. Aujourd'hui, il y a des pratiques, il y a de tout temps d'ailleurs, il y a eu des pratiques culturelles ou des pratiques sociales qui posaient question. C'est pas parce que une pratique est culturelle qu'elle est un droit culturel. Un droit fondamental se doit de respecter tous les autres. On ne peut pas revendiquer une pratique qui puisse nuire à un autre droit fondamental. Donc si on revendique ça en tant que droit, c'est vraiment dans l'indivisibilité d'un ensemble. Les pratiques qu'on nomme parfois comme néfastes, j'entame tout de suite le sujet par cette entrée-là, sont parfois des pratiques culturelles, mais ne peuvent pas être reconnues comme des droits fondamentaux parce qu'elles nuisent parfois ou à la liberté d'expression, ou à l'intégrité physique, ou à d'autres droits fondamentaux. Donc leur côté indivisible et interdépendant, quand on reconnaît mieux certains droits, on développe les autres, est vraiment une clé de lecture qui nous permet de naviguer dans des mondes un peu complexes où certains droits fondamentaux sont très attaqués, y compris par certaines pratiques culturelles. Donc gardez ça en tête, l'indivisibilité, l'interdépendance des droits. Si certaines pratiques nuisent ou viennent contrevenir ou violent certains droits fondamentaux, ça ne peut pas être des droits culturels. Ces droits, ils sont reconnus. Alors ce texte, vous êtes un peu trop loin sans doute et c'est écrit un peu trop petit pour que vous puissiez le lire, mais c'est juste pour rappeler que la présence de ces droits culturels est là depuis le départ. On pourrait même parler de textes bien plus anciens, puisque même si on a l'habitude de fixer la déclaration de 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme le texte un peu clé qui définit ces droits. On a bien sûr en France la déclaration de 1789 des droits de l'homme et du citoyen, mais il y a d'autres textes bien antérieurs qui parlent de droits humains qu'on connaît mal, mais qui existent depuis des siècles en fait. À chaque fois que les hommes se sont réunis ou les femmes se sont réunis pour définir un peu des règles de vie communes qui respectaient chacun d'entre eux, ils ont défini des règles du jeu qui étaient assez proches en fait de ces textes de respect des droits humains. Le respect de la dignité des personnes en fait, que ce soit au XVe siècle dans la charte du Mandé pour l'Empire mandingue ou plus ancien encore la Magna Carta en Angleterre, je crois, ou des textes plus orientaux, ont posé des principes assez communs. Donc, à travers ça, il faut vraiment comprendre que même si ce texte de 48 avait manifestement une géographie un peu plus occidentale dans sa manière, dans les auteurs qui l'ont écrit, ce sont des principes reconnus depuis très longtemps comme condition du respect de la dignité des personnes. Donc nous, on se fixe sur le texte de 48, mais voilà, il faut savoir que les droits humains irriguent de longue date les règles de vie commune en fait. Donc, si on part du texte de 48, comme vous le savez, en droit international, les déclarations ne sont pas contraignantes. Donc, elles sont souvent des très beaux textes, mais peu engageants. Ce qui engage, ce sont ensuite les pactes et les conventions internationales. Donc, ces droits culturels, ils sont présents dans la déclaration de 48 dès le départ, et ils sont présents dans les deux pactes des Nations Unies qui régissent notre droit national aujourd'hui. Le droit international, le socle du droit international, c'est vraiment ces deux pactes qui sont très mal connus, qui sont le pacte des droits politiques et civils et le pacte des droits économiques, sociaux et culturels. Ces droits culturels irriguent les deux pactes. On en parlera plus tard pour voir comment. Ils sont aussi présents dans l'ensemble des conventions internationales qu'on a ratifiées. Alors on peut en citer quelques-unes. L'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, par exemple, celle de 79, ça fait un moment qu'on en parle. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 84. Les droits de l'enfant, 89. La protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en 90. Le droit des personnes handicapées, on parle de la Convention sur le droit des peuples autochtones ou encore d'autres textes qui ont été adoptés depuis. Dans tous ces textes, les droits culturels sont systématiquement présents et défendus. Mais ils sont un peu diffus.
Donc ça sera le travail que va faire le groupe de Fribourg. Je vous donnerai le lien parce qu'on n'a pas photocopié la déclaration, mais la base théorique, si on veut, de notre travail, ce sont les travaux du groupe de Fribourg qui se sont rassemblés dans ce document qui date de 2007, mais les travaux de Fribourg sont bien plus anciens. Ils datent de la fin des années 80, à l'époque où le Conseil de l'Europe avait travaillé sur la Convention des peuples autochtones et qui avait beaucoup fait avancer la prise de conscience de ces droits culturels et la manière de les nommer. Pour autant, le Conseil de l'Europe constatait un problème, c'est que les droits culturels étaient toujours compris pour les minorités. Minorités ethniques, minorités opprimées, minorités linguistiques. Et on avait un problème à ce moment-là parce que si ce sont des droits fondamentaux, ce sont les droits de chaque personne humaine et pas seulement des minorités. Donc le Conseil de l'Europe, à l'époque, interpelle le groupe des chercheurs qui travaillent au niveau des organisations internationales sur les droits humains en leur demandant, on a un souci avec les droits culturels, ils sont quand même difficiles à saisir parce que toujours compris pour des petites parties de la population, alors qu'ils sont les droits de chacun. Et donc, ils demandent à ces chercheurs de faire un travail de clarification de ce que sont ces droits. Donc, ces chercheurs s'organisent entre eux et vont faire un premier colloque, après quelques années de travail, en 92, qui va s'appeler « Les droits culturels des droits de l'homme sous-développés ». Et le Conseil de l'Europe, puisque ce colloque a lieu à Fribourg, va les appeler le groupe de Fribourg. Et c'est comme ça que commence ce travail, qui ne va pas s'arrêter là, qui va faire juste commencer. Fribourg va proposer d'autres textes, notamment un texte à l'UNESCO en 98, qui est une première version de cette déclaration, qui sera ensuite adoptée 10 ans plus tard en tant que texte de la société civile, parce que en fait, ils vont essayer d'alimenter, de nourrir les textes internationaux des organisations internationales qui, comme vous le savez, sont des endroits où les rapports de force s'exercent entre les États. À l'UNESCO notamment, ils n'arrivent pas à faire adopter leur texte en 98, mais il va quand même inspirer la Déclaration universelle de 2001. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette déclaration. C'est un texte magnifique aussi, avec une présence des droits culturels très forte à l'intérieur. Les deux conventions qui suivent, les conventions, c'est toujours moins intéressant parce que ça contraint et du coup on va moins loin. Mais bon, ces deux conventions sur le patrimoine culturel immatériel et sur la diversité des expressions culturelles mentionnent aussi le respect des droits culturels. On a une convention très importante, la convention de Faro, adoptée, elle, par le Conseil de l'Europe en 2005 sur la valeur du patrimoine pour la société, qui est un texte extrêmement important pour la défense des droits culturels, avec une approche qui décentre un peu le regard de l'objet patrimonial vers la communauté patrimoniale, c'est-à-dire les personnes qui s'organisent autour des patrimoines qui font sens pour eux et pour la société. Après avoir nourri un peu tous ces textes, donc le groupe de Fribourg adopte ce texte en tant que texte de la société civile, qui aura inspiré avant et qui va continuer d'inspirer après beaucoup de textes internationaux et de textes nationaux. Il y a plein de pays qui, par exemple, de manière un peu récente, la convention dans la Constitution qui a malheureusement échoué au Chili, était complètement nourrie de la déclaration de Fribourg et de nombreux autres travaux dans de nombreux pays du monde viennent se nourrir et s'appuyer sur les principes qui sont défendus dans ce texte. Depuis 2009, on a un mandat d'une rapporteuse spéciale sur les droits culturels au niveau des Nations Unies qui produit des rapports extrêmement intéressants, thématiques ou des rapports de compte-rendu de visites de pays. On pourra vous mettre des liens dans un mail ressources peut-être sur ces rapports. Celui de la liberté artistique est très connu, mais il y a eu des rapports sur l'espace public, des rapports sur la publicité, sur la destruction intentionnelle du patrimoine en temps de guerre, sur le développement durable récemment. Et le dernier, c'est les droits culturels et progrès scientifiques, qui est en cours en ce moment. C'est des outils de travail très intéressants. Voilà pour balayer vraiment rapidement les textes. En France, donc les droits fondamentaux sont au préambule de notre Constitution, donc les droits culturels sont là depuis longtemps. Pour autant, on dit qu'ils sont rentrés dans la loi en 2015 parce qu'en 2015, une sénatrice très bien inspirée, Marie-Christine Blandin, une sénatrice écologiste du Nord, va les introduire
stratégiquement dans la loi NOTRe, la loi de réorganisation des collectivités qui définit les compétences. Donc il est dit dans cette loi, à l'article 103, que les collectivités territoriales et l'État, j'ai un trou, c'est dingue, je connais que cet article, bon c'est pas grave, mettent en œuvre conjointement la politique culturelle dans le respect des droits culturels. Il n'est pas dit grand-chose dans cet article, mais il a bien aidé le sujet. Parce que grâce à cette inscription dans la loi NOTRe, de nombreuses administrations ont interpellé leurs élus en disant « Ah, c'est dans la loi, on est obligé d'y aller », ou bien de nombreux élus ont dit à leurs administrations « C'est dans la loi, vous êtes obligé d'y aller ». Et avant, c'était plus compliqué. Pour avoir commencé à travailler le sujet quelques années avant, c'était quand même moins simple. Donc cette loi NOTRe, et puis ensuite les suivantes, puisque dans la loi Liberté de création, architecture et patrimoine, c'est aussi inscrit au niveau de l'article 2. La loi sur les bibliothèques, sur le Centre national de la musique, et il y en a même encore d'autres, je crois. Et puis la création de la DGDTDC, donc la nouvelle délégation du ministère de la Culture, délégation générale à la transmission au territoire et à la démocratie culturelle, qui pour la première fois nommait vraiment explicitement les droits culturels au sein du ministère. Même si d'autres délégations ou directions s'en emparent, voilà, c'est quelque chose qui est en marche, doucement. Parfois, il ne faut pas être pressé. Mais bon, ce dont on peut témoigner, c'est que les collectivités, ont quand même forcé l'État, que ce soit en région ou au niveau national, à s'y engager. Et c'est, je trouve, un mouvement très intéressant au niveau politique, puisque c'est les acteurs du terrain qui ont vraiment forcé le mouvement vers le sujet. Petite question, comme ça, là c'est un peu rapide, et puis c'est juste quelques repères, mais pour comprendre que ces droits culturels, ils sortent pas d'un chapeau. Ils sont là depuis le départ, ils sont juste extrêmement négligés. Et on va voir quelles conséquences ça peut avoir de les négliger. De quoi on parle quand on parle de droits culturels? On parle de ça. C'est l'article 2 de la déclaration, je vous donnerai le petit PowerPoint si vous voulez, c'est la définition de la culture avec une approche dite anthropologique, dans le sens large. On a jusqu'ici, trop longtemps abordé la question culturelle uniquement sous l'angle des arts et des lettres, de la création, du patrimoine. Là, on invite à aborder le sujet à travers les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son développement. Donc vous voyez que les arts et les lettres sont bien entendu présents, mais on parle aussi de valeurs, de croyances, de convictions, de langues, de traditions, d'institutions et de modes de vie. Donc à partir du moment où cette définition devient le socle de notre travail, si dans le milieu culturel comme dans d'autres secteurs d'action publique, mais puisque je pense que vous êtes principalement issus et vous vous destinez sans doute principalement au milieu culturel pour les étudiants, si la définition de la culture c'est celle-là, qu'est-ce que ça vient dire de notre travail du quotidien et des actions à mener pour respecter la prise en compte des droits culturels de chaque personne, considérant que c'est la condition du respect de leur dignité. Et quand on parle de chaque personne, on parle aussi de vous. On parle des gens qui mettent en œuvre les actions, des collègues, des voisins, des partenaires, on parle du public auquel on s'adresse ou de toute autre personne concernée par les actions que nous allons mener. On voit bien que ça redéfinit quand même pas mal les chemins vers lesquels on peut se diriger. Dans la déclaration de Fribourg, il est nommé de manière un peu plus explicite 8 droits culturels, qui sont un peu les 8 notions avec lesquelles on va jouer toute la matinée, en vous proposant de jouer à ce petit jeu des dalles qu'on a créé. C'est un prototype que vous allez expérimenter. Il existe quand même depuis 1 an, mais on est en train d'essayer de le finaliser ces dernières semaines. Donc ces 8 notions sont présentes dans le texte de la déclaration de Fribourg, explicitées. Alors il y a des documents, il y a même un commentaire de la déclaration qui est un ouvrage qui est en
en libre accès aujourd'hui, puisqu'il est plus édité, que je vous invite à consulter. Mais déjà, dans la déclaration de Fribourg, sont définies ces huit notions en tant que droits fondamentaux. Alors, c'est un petit peu compliqué parce ils traversent la déclaration à des articles, donc jusqu'à l'article 3, vous avez des définitions, et de l'article 3 à 8, vous avez ces 8 droits culturels qui sont répartis de manière un petit peu confuse parfois en termes de nom d'articles, mais ça nous a beaucoup aidé de les nommer comme ça, en tant que 8 notions clés, qui sont ensuite des notions qu'on peut mobiliser à souhait pour se dire, alors attends, est-ce que je respecte, voilà, quand je fais telle ou telle chose, est-ce que je respecte ces droits? Le droit à l'identité, le droit à la diversité, le droit au patrimoine, le droit à la communauté, le droit à la participation, à l'éducation, à l'information et à la coopération. Pour essayer que ce soit un peu moins conceptuel et trop perché, on reproche souvent au droit culturel d'être hyper conceptuel, voire hyper intellectuel, et puis de ne pas être concret. Or, quand on s'interroge, nous c'est ce qu'on a fait depuis 10 ans, chercher des méthodologies de travail pour que ça devienne concret, qu'on puisse les attraper et les traduire chacun à notre endroit, dans nos contextes professionnels, avec notre vocabulaire et nos contraintes métiers, en fait. Quand on attrape les droits culturels par ces 8 notions, en se demandant quelles sont les conditions d'exercice de ces droits dans ce que je fais moi, au quotidien, pour moi et pour les personnes concernées, ça devient concret très, très vite. C'est plus du tout des concepts philosophiques dont on n'arrive pas à se saisir, ça devient quelque chose d'hyper concret, et on identifie tout de suite 2 choses, ce qu'on fait de ce point de vue, évidemment, ce qu'on ne fait pas et potentiellement qu'on pourrait améliorer, faire progresser. Puisque quand on observe, un système qui se sait observer commence déjà à se transformer, dit-on. Donc en fait, de venir donner cette texture, de venir nommer, on a souvent tendance à dire que dans les actions que nous portons, c'est compliqué d'évaluer, c'est compliqué de vraiment nommer ce qui se passe. Là, c'est extrêmement clair de se demander si le droit à la diversité est possible dans ce qu'on mène. Ça permet de se poser plein d'autres questions satellites qui vont venir donner de la matière à cette analyse, à cette prise de conscience, et qui, je le répète, vous permet de valoriser votre travail, mais aussi de le faire progresser dans une meilleure prise en compte de ses droits. Donc, un mot juste sur le travail qu'on a développé, Réseau Culture 21. On a mené une démarche qu'on appelle Paideia, qui veut dire éducation en grec ancien, éducation formelle et informelle. Donc, depuis une dizaine d'années, on mène cette recherche-action dans une logique d'animation de réseau pour créer une communauté de travail qui puisse partager, faire de l'échange de pratiques et nourrir les autres des enseignements qu'on va tirer de l'analyse des travaux en cours et de la progression que les droits culturels peuvent bénéficier. Je suis fatiguée. Excuse-moi. Non, c'était juste pour te dire que dans notre planning original... Je vais trop loin. Hop, on y arrive. On avait prévu de commencer le jeu à écart, c'est-à-dire dans 5 minutes. Eh bien, c'est parfait. Hop, Dédale. Si je vais vous montrer quand même juste ce réseau, parce que je vous invite à vous y inscrire. C'est de nombreuses collectivités accompagnées depuis 10 ans, mais qui ont continué le travail et ou collectivités et acteurs associatifs et institutionnels qui continuent d'irriguer. Alors, il y a d'autres démarches qui accompagnent les droits culturels en France, mais il y a d'ailleurs de plus en plus de mise en commun de ces travaux. Stéphane et Christine et Laurent témoigneront sans doute de l'intérêt de cette communauté de travail qui permet vraiment d'avoir une démarche collective et pas une démarche uniquement centrée sur son endroit à soi. Dédale, ouais. Moi j'ai une question sur. Vous avez évoqué tout à l'heure le public. J'ai une question, mais quel public ? Quel public ? Quand je disais le public, c'est pas un mot qu'on affectionne particulièrement.
Alors, c'est moi qui vous pose la question. Vous êtes où et de qui parlez-vous? Les actions que vous portez concernent qui? À qui vous avez envie de vous adresser ou pas? À qui vous oubliez? À qui vous pensez? Voilà, qui est là, qui n'est pas là? Donc, on est dans une approche par les droits culturels écosystémique. Donc, on se pose la question des personnes concernées, sachant que les personnes concernées parfois sont absentes. On posera ces questions-là, enfin c'est vraiment à ces endroits-là. Le mot public pouvant être ou pas partiel dans la manière d'être nommé. Mais c'est une mini brève introduction. À travers le jeu que vous allez expérimenter maintenant, je pense que d'autres questions vont se poser, puis on partagera vraiment tous ces enjeux à l'issue de ce jeu et au travers des témoignages de Stéphane, Laurent et Christine. Vous présentez cet outil avant de se mettre à jouer. Alors, comme je vous le disais, on a beaucoup reproché au sujet d'être trop intello, trop perché, trop conceptuel. Et donc nous, on essaye de chercher des méthodes, des manières de faire qui permettent que chacun s'en empare et de la manière la plus simple possible. Pendant ces 10 années, on a croisé bien sûr beaucoup de professionnels de l'éducation, mais pas assez à notre goût, et notamment pas assez d'enseignants, parce que les enseignants sont dans leur classe. Il y en a un aujourd'hui, il y en a peut-être plusieurs. Mais en tout cas, c'est un défi, nous semble-t-il, que de former les enfants aux droits culturels à travers leurs enseignants ou leurs éducateurs dans le sens large. Il est compliqué de regretter que les droits culturels soient si peu présents dans le monde professionnel s'ils sont à ce point absents dans l'enfance. Donc c'était un enjeu pour nous et on a commencé ce travail il y a 2 ans dans une école à Grigny avec une classe de CM1 et de CM2 où le défi était de construire un kit pédagogique sur les droits culturels à destination des enseignants et du monde éducatif, mais en partant d'un travail avec les enfants. Donc on s'est mis un peu en laboratoire. On a beaucoup souffert de défaire notre jargon, même si on veut pas en avoir. On a tous un monde professionnel et un vocabulaire qui s'installe. Et donc, quand on se retrouve face à des petits bonhommes de 9, 10, 11 ans et qu'on se dit « Alors, je vais faire comment pour lui parler du droit à l'identité ?» ça met du défi. Donc, on a pendant 1 an travaillé avec ces enfants pour produire en fait les contenus d'un kit pédagogique qui est en cours d'élaboration. Mais dans ce kit a été développé ce jeu. C'est un des outils du kit, c'est pas le seul, mais c'est un jeu qui regroupe les questionnements les plus simples qu'on a essayé ou qu'on a réussi à aborder avec les enfants ou que les enfants ont abordé avec nous pour parler de ces droits. Donc on a mené des ateliers sur chacun des droits culturels, ces 8 droits, avec eux, et ça a produit donc toutes ces questions qu'on a voulu rassembler dans un jeu. Alors, la mécanique de jeu mérite encore quelques améliorations. Je vous invite à nous faire des suggestions si vous voulez, parce que je vous dis, c'est un jeu qui est encore au stade de prototype et qu'on va améliorer encore chemin faisant. C'est un jeu qui vous permet donc de questionner les droits culturels et de vous questionner sur ces notions. C'est un jeu de plateau. J'ai disposé de 2 tables pour que vous voyez comment ça fonctionne, sinon les autres vont le faire... vont disposer leur plateau de jeu tout seuls. Il y en a une ici et une là-bas. Donc, sur les cartes de ce jeu Dédale, alors juste un bref mot pour son esthétique ou son univers. Le quartier de la Grande Borne à Grigny, où nous étions au sein de l'école du Bélier, a été construit avec l'inspiration du labyrinthe, du Minotaure. Je ne sais pas ce que ça voulait dire pour Émile Ayo, l'illustre architecte qui a construit le quartier. Mais en tout cas, vu du ciel, c'est un labyrinthe. Et on y a trouvé une métaphore intéressante parce que les droits culturels, c'est pas un début, un milieu, une fin, c'est vraiment une boucle sans fin. C'est un dédale dans lequel on vous invite du coup à naviguer. Le Minotaure incarne le déni des droits, la violation des droits. Dans ce jeu, vous avez donc des cartes avec des questions sur les 8 droits, et vous avez des cartes Minotaures, qui sont des cartes qui vous font perdre des droits. La manière dont vous disposez le plateau est la suivante. Je ne sais pas si... je l'ai pas en projection, malheureusement.
le plateau, j'aurais dû l'avoir, mais les règles s'élaborent, on a complexifié les règles récemment. Donc vous avez un plateau de jeu en labyrinthe, si vous le voyez d'ici, ouais. Et vous avez Alors, je propose que chaque table désigne un représentant ou une représentante qui va se lever pour venir voir autour de la table de démonstration. Voilà, ça sera beaucoup plus pratique. Et de toute façon, on aura besoin d'une personne pour faire la restitution après. Voilà. Ah non, peut-être pas. OK. Mais voilà, prenez une personne par table pour venir voir au milieu. Alors, rapidement, les règles sont très simples, mais il faut juste les écouter au bon moment, parce que souvent on commence à discuter à ces moments-là, et c'est bien juste d'écouter encore. Vous avez la règle du jeu sur la table, mais donc, il s'agit de constituer un labyrinthe, en général de 25 cartes, enfin, 25 cartes avec le taureau au milieu, d'accord ? Le minotaure au centre. Sur les côtés, les 8 droits, les cartes seules, d'accord ? Et puis, vous avez un petit puzzle à créer avec la tête de Thésée. Vous avez des petits carrés comme ça. La règle. Alors, j'ai fait un gros oubli. C'est pas très malin, mais j'ai oublié les pions et les dés. Donc, je vous invite, c'est très droit culturel, à trouver un pion dans votre poche. Chacun aura un tout petit objet qui fera son pion. Et on a décrété qu'à chaque table, il y avait certainement un téléphone qui pouvait faire une appli de dés. Vous savez, il y a des applis de dés. Voilà. Je suis désolée, j'avais une petite boîte avec les pions et les dés et je l'ai laissé dans mon lever un peu tôt. Voilà. Alors, donc, chacun a un pion, chaque table a un dé. Je vous explique la règle du jeu. Vous posez votre plateau, un tout petit peu d'attention encore. Vous posez votre plateau de jeu. Les cartes qui restent sont la pioche et vous avez de chaque côté du jeu les 8 droits et la tête de Thésée en puzzle. Vous lancez vos dés, vous choisissez le chemin que vous voulez, vous naviguez sur les chemins noirs, d'accord ? Donc quand vous faites 4, vous prenez un chemin, 1, 2, 3, 4, vous faites 4 cases et vous retournez la carte. Je vais gruger, hop, c'est un minotaure. Vous retournez la carte et vous tombez sur une question que vous allez donc vous poser. Là, une question coopération, exemple, t'arrive-t-il de travailler en collaboration avec d'autres personnes ? Raconte aux autres joueurs ce qui est facile et difficile pour toi. Les questions sont posées à hauteur d'enfant, mais on a constaté depuis 1 an que les adultes ont grand intérêt à se les poser aussi. Donc je vous invite à vous positionner où vous voulez pour répondre à ces questions et en échanger ensemble. Collectivement, vous décidez si vous avez gagné la carte. Je ne vous cache pas qu'en général, on gagne. Le but du jeu étant de collecter de manière coopérative les 8 droits culturels. Donc quand vous avez gagné un premier droit, vous le posez sur la carte vierge, sur le côté là. C'est une carte coopération, donc vous le posez sur la petite box coopération et vous piochez une carte pour compléter votre dédale. Et comme vous avez gagné un premier droit, vous prenez un petit morceau de Thésée qui commence à combattre le Minotaure et qui va recouvrir petit à petit, quand vous aurez acquis les 8 droits culturels, la tête du Minotaure. Il y a 9 cases, pas 8. Donc la dernière case, vous gagnez la partie quand vous avez réussi à revenir avec le bon nombre de points sur le Minotaure. Et là, vous êtes le Thésée de la table. Vous avez combattu le Minotaure. Donc bon, je ne sais pas si on ira jusqu'à ce moment où Thésée recouvrira le Minotaure, mais vous allez en tout cas traverser le jeu. Quand vous tombez sur une carte Minotaure, vous avez une affirmation et puis une petite phrase en dessous. Donc là, tu n'as pas souvent l'occasion d'être en contact avec de nouvelles choses. Tu perds un droit. Choisis lequel et dis pourquoi. Donc ce Minotaure nous oblige à perdre ou le droit à la diversité ou le droit à l'éducation. C'est un droit qu'on a donc normalement déjà acquis,
qu'on va perdre. On choisit lequel on perd, on explique pourquoi, de notre point de vue, on perd ce droit avec ce minotaure. Et donc, on enlève le petit carré de Thésée, puisqu'on recule. Alors, si vous gagnez plusieurs droits à l'éducation, voilà, c'est le premier droit qui permet de mettre un petit morceau de Thésée. Si vous avez plusieurs droits à l'éducation, vous en perdez un, vous ne perdez pas le petit morceau de Thésée. Est-ce qu'il y a des questions de compréhension? Ou est-ce qu'on y va? On va comment dire, passer sur les tables pour savoir si vous avez des besoins. J'oubliais une mention importante, c'est que c'est un jeu dans lequel vous avez droit à la fiction, puis vous avez aussi le droit de dire que vous n'avez pas envie de répondre. Dans ce cas, vous laissez la carte sur le plateau, puis le joueur prend la suite. Il ne faut surtout pas vous sentir voilà, dans un endroit contraint, mais il faut vous autoriser aussi à raconter des histoires, si vous en avez envie. On va s'asseoir et reprendre, si vous voulez bien. Pour introduire ce deuxième temps de la matinée, le témoignage de nos invités, on va faire un petit parcours dans vos retours d'expérience du jeu. Alors, je vais vous inviter à un retour rapide d'expérience pour voir les questions que ça vous pose, et peut-être comme ça, dans les discussions avec nos invités, on pourra aussi traverser ces questions que vous avez traversées ce matin, même si peut-être, vous allez nous le dire, vous étiez peut-être plutôt à un endroit personnel dans ces échanges ce matin. Pour autant, on va glisser progressivement vers la question de la pratique professionnelle. Vous y étiez aussi sans doute, mais je vous laisse la parole. Du coup, si une table veut dire un mot, et puis qu'on ait un mot de chaque table, pour, sans que ce soit une restitution, hein, c'est juste un partage de ce que ça vous a amené à... ce que vous pouvez en dire. Et j'ai des micros. Qui veut commencer ? Bonjour, Karine. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce jeu qui peut sembler assez ludique pour échanger. Et c'est les deux cartes auxquelles on est retombé plusieurs fois. Éducation, participation, coopération, qui m'a semblé vraiment pertinente pour échanger et puis finalement voir sur lequel se basent nos valeurs communes et nos réflexions. Et une question qui avait retenu mon attention, que j'ai trouvée très pertinente, qui peut se refléter à travers beaucoup de choses, c'est deux dates à citer dans l'histoire. Et je trouve que, après d'interpeller tout le groupe à ce sujet, sur ce qui nous marque dans notre histoire, c'était beaucoup l'histoire de France, c'est des repères qui sont très intéressants. Voilà, merci. Juste avec une date qui est beaucoup revenue, qui est 1789. Et puis il y a eu aussi 1789 bis, qui est peut-être à faire. Merci. Alors, c'était vraiment bien le jeu aussi pour commencer la journée, parce que ça nous a permis de discuter avec des personnes, d'apprendre des choses qu'on n'aurait pas forcément soupçonnées, des petites anecdotes. Par exemple, on a eu la question sur les prénoms. Donc en fait, c'est hyper anodin le prénom, parce qu'on a tendance à juste dire le prénom. Et moi, je fais partie des gens où quand j'entends plus de deux prénoms, je ne retiens pas forcément, c'est ma faute. Mais d'avoir la petite anecdote derrière le prénom, en fait, on se souvient beaucoup plus de à qui on parle, du choix, et c'était vraiment agréable de pouvoir avoir ce temps et même de pouvoir même le faire plus longtemps qu'1 heure, mais c'était déjà très bien. Connais-tu l'histoire de ton prénom? C'est une question du patrimoine.
Vous pouvez faire des commentaires aussi sur la question des droits culturels. Questionner comme ça, est-ce que ça vous éclaire, ça vous éclaire pas? Vous vous attendiez à ce type de périmètre ou pas? Voilà, ça peut être bien de... Mais bon, ou alors un bref retour comme ça. Bonjour François, moi j'ai trouvé ça bien quand vous êtes intervenu pour nous guider un petit peu et réorienter la question, parce que c'est vrai qu'on n'était pas parti vraiment sur les bonnes réponses. Un petit peu, mais je trouve ça utile aussi d'avoir quand même quelqu'un qui aide. Ouais. C'est un jeu qui... on développe des outils autour, et notamment un guide de facilitation avec où chaque carte sera commentée, sous-entendant voilà, quelle est la dimension du droit qui est éclairée par la carte. C'est un guide qu'on est en train de fabriquer dans le cadre d'une petite recherche-action qui expérimente le jeu dans des milieux éducatifs divers. Alors, je crois que nous, on a beaucoup apprécié jouer à ce jeu. On se posait aussi un peu la question parfois de comment une question était liée à un droit en particulier. Il y avait pas mal de questions un peu personnelles, j'avais l'impression. Voilà, je sais pas s'il faut dire autre chose. Vous dites ce que vous voulez. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant et je me demande s'il était prévu de développer, en plus de la version classe, une version pour tous les adultes dans différents contextes. Voilà, je me dis que ça pourrait être un super outil. La manière de le jouer avec les adultes depuis un an montre qu'en fait, c'est un jeu intergénérationnel. Effectivement, il a été créé dans un contexte à l'adresse des enfants, mais... Moi, je l'ai fait en famille, ça marche très bien. En fait, pour ouvrir des espaces de dialogue, justement. Je crois qu'on veut maintenir les types de questions à l'adresse plus spécifique des enfants dans un jeu intergénérationnel. Donc, je ne suis pas sûre qu'on veuille en développer des versions différentes, mais affirmer que cette version marche à tous âges, quoi, plutôt. Et sinon, un retour plutôt pratique, on avait très peu de cartes diversité. On avait beaucoup de cartes communauté et patrimoine et participation, je crois. Alors ça, c'est vraiment le jeu du hasard. Il y a autant de cartes. Enfin, non, il y a une petite différence de nombre de cartes par droit dans le jeu, mais il y a quand même entre 8 et 12 cartes de chaque droit dans les jeux. Après, quand on essaye de brasser les jeux autant qu'on peut, il y a certaines personnes qui disent oui, il faudrait qu'il y ait au moins 3 cartes de chaque droit dans le premier plateau. Donc vous pouvez vous amuser à trier les cartes. Moi, je trouve que c'est compliqué, mais je suis pas même sûre qu'au niveau statistique, ça fonctionne, qu'on tombe sur de manière plus équilibrée sur les cartes. Ce qui rend le jeu jouable aussi de manière répétée, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on on le joue différemment. C'est des questions différentes qui sortent. Il y a une centaine de questions. Et ça rend aussi le jeu rejouable. Et c'est pas inintéressant de ce point de vue, parce qu'aucune table n'a joué au même jeu. Vous vous êtes posé des questions différentes à chaque fois. Et puis, de toute façon, les personnes qui ont répondu ont aussi répondu des choses différentes à chaque fois. Donc, ça a vraiment une capacité à être joué qui est intéressante de notre point de vue, quoi. D'autres commentaires ? Vous n'êtes pas obligés, hein, mais ça peut être chouette d'avoir... Ouais. Moi, j'ai juste une remarque. On avait une carte, à un moment qui me semble était une carte identité, où plusieurs choses qui peuvent faire partie de l'identité d'une personne étaient citées. Et le mot sexe était employé plutôt que le mot genre. Et je pense que c'est dommage. Voilà. Merci. On peut améliorer la rédaction de certaines cartes, certainement, pour être... Nous avons fait, comme vous avez dit tout à l'heure, un jeu qui n'était pas complètement le même que chaque table. En fait, on avait vraiment envie de partager beaucoup plus que ce que la question posait. Donc ça a duré. Donc la question du timing, elle était aussi beaucoup présente. Mais on avait vraiment envie de partager. Donc c'est aussi chouette que la dynamique qui s'est créée dans ce groupe. Je fais un petit commentaire, mais juste pour vous donner quelques outils. On avait comme défi de créer un jeu qui puisse se jouer en 1 heure pour un format de classe.
Donc les enfants, ils le jouent en 1 heure, ça marche. Alors il faut vraiment l'intro et la conclusion, donc c'est mieux d'avoir une séquence de 2 heures parce qu'il faut que les enfants puissent faire un retour, qu'il y ait un petit débrief et puis qu'il y ait une petite intro souvent autour de la définition de la culture pour voir que la culture concerne pas seulement des choses très très focusées sur les arts et les lettres, mais c'est un format qui peut tenir. Après, on peut décider de le jouer beaucoup plus longtemps, mais c'était un défi pour jouer avec des enfants que ça puisse tenir dans un format court en fait. D'autres remarques ? Moi, je me demandais, est-ce que vous avez recensé une différence dans la manière de répondre aux questions par les enfants et par les adultes ? Enfin, j'imagine, parce que les questions elles sont quand même assez, enfin pas complexes, mais assez philosophiques, etc. Et je voulais savoir s'il y a une grosse différence et comment les enfants répondent à ces questions. Selon si la table de l'enfant, des enfants est facilitée ou non. Nous, quand on a testé le jeu avec les enfants, parfois on était 5 intervenants, donc c'était très très luxueux, parce qu'il y avait un adulte par table qui facilitait. Et puis on a aussi testé le jeu avec 1 ou 2 intervenants seulement, où l'adulte tourne en fait entre plusieurs tables. Et c'est extrêmement varié. Alors on peut se dire que les enfants sont très très contents de répondre à la question en général, s'écoutent pas toujours aussi bien qu'on aimerait. Donc il y a une question d'attention à ce que l'autre va répondre qui est importante à faire monter. Mais les enfants s'encombrent pas de difficultés à répondre. C'est-à-dire que s'ils comprennent pas, c'est pas grave, ils piochent la carte d'après. Les adultes se posent beaucoup plus de questions sur la compréhension des enfants, sur les cartes que les enfants eux-mêmes, en fait. Et l'idée, c'est aussi d'ouvrir la discussion, peut-être à des endroits où les enfants où on considère que les enfants, ou qu'on ne va pas assez souvent avec les enfants. Donc, il n'y a pas de problème de notre point de vue à énoncer des concepts un peu complexes parce qu'il est précieux de les travailler avec les enfants en fait. Vous avez peut-être eu la carte différence entre communauté et communautarisme, la carte peut-on pratiquer une religion de manière différente, ou la carte des cartes comme ça qui sont un petit peu touffues mais qui sont extrêmement nécessaires aujourd'hui à discuter avec les enfants dès le plus jeune âge en fait. Oui, je pense que c'est un très bon bâton de parole et que ça a été activateur de plein de discussions. On avait une question sur l'intelligence collective et c'est un peu ça qui est en marche, donc c'est assez appréciable. Et le fait de cet aléatoire, nous on a eu pas mal la carte communauté aussi par exemple, mais ça permet de proche en proche, de sédimenter des choses, de revenir sur quelque chose dont on a parlé 2 cases avant et c'est assez chouette. Après, moi, je fais encore pas tout à fait j'ai pas le chemin retour vers le droit culturel, cette question de la validation. Une fois qu'on a eu une carte et qu'on décide de la valider, ce qu'on a toujours fait pour avancer dans le jeu, mais peut-être qu'effectivement, soit un maître de cérémonie ou une maîtresse de cérémonie présente ou je sais pas, un autre cliquet permettrait peut-être de faire un lien plus concret, je sais pas où c'est que à quel endroit il peut y avoir un petit levier pour percuter un peu plus les notions quoi. C'est pour ça qu'on développe ce guide de facilitation où il y aura une page par carte qui dira de manière un petit peu plus explicite en quoi cette question permet de se saisir de la notion en tant que droit. C'est au travail, parce qu'on sent qu'effectivement, alors nous, on a tout ça dans le fait d'avoir décidé de poser toutes ces questions, ça sous-tend plein de choses que on peut pas toujours dire parce qu'on n'est pas là, et puis qu'on n'est même pas là dans vos discussions. Donc ça nous semble utile, en tout cas, pour le mettre en jeu, pour que le facilitateur ait cet outil pour venir ensuite approfondir la notion, parce qu'évidemment, c'est pas seulement pendant le jeu. L'idée, c'est que c'est une porte d'entrée pour aller travailler ces notions de manière plus approfondie. Il y aura des guides d'activités droit par droit pour les enfants pour aller plus loin aussi sur chacune des notions. Donc, c'est un point d'entrée. Et il nous semble effectivement, comme vous dites, que c'est bien d'avoir un point d'appui un peu théorique qui vient aider à faciliter le jeu. Oui, sans que ce soit forcément quelque chose de un peu en surplomb, didactique et tout ça, mais juste que ça crée un petit déclic de... c'est pas juste des idées qu'on évoque, mais la question du droit, vraiment, qu'est-ce que ça veut dire un droit et ça pourrait être vraiment génial et hyper appréciable à travers un jeu, sans vraiment qu'on s'en rende compte, qu'à un moment donné, ça surface, ça vienne à la conscience de dire « Ah mais oui, c'est ça, Eureka !»
Oui, j'ai trouvé que c'était le bon activateur de dialogue et de discussion collective. Ça marche bien. Par contre, nous, à notre table, en tout cas, on n'a jamais perdu un seul droit. Alors, je sais, peut-être qu'on n'a pas bien compris la règle. Vous n'avez pas une minotaure? Donc là... Ah, vous n'avez pas une minotaure? Bon, alors, des fois, il y en a qui tombent seulement sur des minotaures et qui n'en peuvent plus. Vous en avez pas eu? Non, bon. C'est juste le hasard de la carte. Ok, d'accord. Retournez les cartes pour voir s'il y en a sur le plateau, parce qu'en général, il y en a. D'autres commentaires, ou on a fait le tour des... Là-bas, il y a... Merci. Oui, Nadia, il y avait aussi la question de qu'est-ce qui vous rassemble en fait? Est-ce que vous avez des liens de communauté, tout ça? Je trouvais ça sympa parce que finalement, ça permet l'échange. Et voilà, ça permet de réfléchir aussi sur le côté humain, les droits humains, en quoi on se ressemble, en quoi on se différencie, et je trouve que ça ouvre le dialogue, donc c'était chouette. Voilà, merci. Ce jeu, pour l'instant, il est, comme on le disait, encore un peu en cours de finalisation. Il y a des ajustements sur certaines formulations, certaines questions, des ajustements sur la mécanique de jeu, sur la manière dont on... Voilà, par exemple, le Minotaure Thésée et les cartes de droit sur les côtés n'existaient pas il y a encore 15 jours. On a joué le jeu pendant 1 an sans ça, et puis on a vu qu'il fallait un peu monter l'identification des droits. Donc voilà, c'est des petites choses que vous testez là pour... vous êtes un peu... voilà, on l'a testé que 2 fois avec ce Thésée et ce Minotaure au milieu. J'ai l'impression que ça fonctionne bien sur l'identification. Mais donc, une fois qu'on aura finalisé tout ça, ça sera un jeu diffusé en open source et qui sera en format print and play, c'est-à-dire que vous aurez des planches à imprimer si vous voulez. Voilà, il sera diffusé librement, en tout cas bientôt, si vous voulez le réutiliser. Mais pas encore, presque. Peut-être qu'on va passer à la phase et en collectivité et à la friche de la Belle de Mai. On fait comment ou on fait comment avant la friche même. Et donc peut-être que Christine, Laurent et Stéphane peuvent me rejoindre. Je ne sais pas si vous avez envie de vous asseoir.